sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. Regarde, regarde. Halte! Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un film, bien plus qu'un film, un monument, la bataille d'Alger. Sorti en 66, il rafle le Lion d'Or à Venise, reçoit des éloges, mais en même temps, il déclenche une controverse politique énorme, vraiment virulente. Absolument. C'est un film culte, souvent classé parmi les plus grands, et il a eu ce parcours assez unique aux Oscars aussi. C'est ça. Alors on va se pencher sur cette œuvre choc de Gillo Pontecorvo. Une immersion totale, sans filtre, dans la guerre d'Algérie, entre 54 et 57, en plein cœur de la Casbah. Pour décortiquer tout ça, on a pas mal de matériel. Des extraits de documentaires, des interviews, notamment de Jean Martin qui joue le colonel Mathieu, des témoignages des critiques de l'époque et plus récentes, et puis des textes historiques, comme les écrits du général Ossarès. Des sources assez variées donc. Oui, l'objectif, c'est d'aller voir derrière l'image, comment ce film si particulier a vu le jour dans ce contexte explosif, comment il montre le conflit, pourquoi il a tant secoué, et son héritage, un héritage complexe, paradoxal même. Bon, on y va. Allons-y. Alors déjà, l'origine du projet, c'est assez fou. Ça vient de Yassef Saadi. C'était un des chefs militaires du FLN dans la Casbah. C'est lui qui a l'idée, après l'indépendance, d'adapter ses propres souvenirs. Oui, c'est Mémoires de la bataille. Exactement. Mais en France, il se prend un mur. On lui dit que ça n'intéressera personne. Les sources parlent même de refus assez, limite racistes même, de producteurs italiens. C'est assez révélateur du climat de l'époque, oui. Et finalement, c'est Gillo Pontecorvo qui dit oui. Mais il a une condition non négociable. Carte blanche totale. Absolument. Et c'était pas gagné non plus en Italie, parce que certains avaient peur des représailles de l'OAS, ces partisans radicaux de l'Algérie française. Ah oui, l'OS. Et Pontecorvo lui-même, son profil est clé pour comprendre le film, non ? Tout à fait. C'est pas un réalisateur neutre. C'est un Italien engagé, sa famille juive avait souffert du nazisme, lui-même a été résistant antifasciste, membre du Parti communiste, il avait déjà fait Capot, un film sur la déshumanisation dans les camps. Donc cette question de la résistance à l'oppression, c'était vraiment au cœur de son cinéma. Justement, son passé de résistant, est-ce que les sources montrent comment ça a, disons, concrètement influencé sa façon de filmer la résistance algérienne, plus qu'une simple sympathie ? Oui, les analyses le suggèrent fortement. Son expérience de la clandestinité, de la lutte armée, ça lui donnait une grille de lecture pour filmer les tactiques du FLN, mais aussi, et c'est ça qui est fort dans le film, la logique implacable de la répression française. C'était pas juste de l'empathie, c'était une compréhension presque structurelle, quoi. D'accord. Et ça se voit dans le montage financier du film, qui est unique. Une coproduction assez inédite. D'un côté, l'Algérie, toute jeune indépendante, via la boîte de Saadi, Casbah Films. Avec l'aval de Ben Bella, apparemment, qui voulait créer un mythe guerrier national. C'est ce que disent certaines sources, oui. Et de l'autre côté, une société italienne, Igor Film. Et tout ça, faut imaginer dans un contexte algérien hyper instable. Oui, il y a eu le coup d'État de Boumedienne contre Ben Bella en plein tournage, en juin 65. Exactement. Ce qui a fait dire à certains que le film, c'était peut-être aussi une sorte de compensation pour Saadi, à qui Boumedienne aurait refusé un poste important. Une hypothèse. Fascinant.
Et cette volonté de raconter, cette exigence de carte blanche, ça a forcément marqué le tournage lui-même? Ah oui, complètement. Le tournage, c'est dans la Casbah d'Alger, la vraie, dans ce labyrinthe de ruelles où tout s'est joué. Pontecorvo choisit un style cinéma-vérité, caméra à l'épaule, beaucoup de prise sur le vif pour capter l'énergie, l'urgence. Et les acteurs? Presque tous des noms professionnels. L'histoire de Brahim Haggiag, qui joue Ali Lapointe, elle est dingue. Ah oui, Les sources disent que c'était un paysan illettré trouvé par hasard sur un marché après des mois et des mois de recherche. Pontecorvo aurait eu un coup de foudre pour sa présence. Mais comment ils ont fait pour tirer une performance pareille de quelqu'un qui ne savait ni jouer ni même parler français? c'était un travail de titan apparemment. Il fallait tout lui montrer, les gestes, les regards, l'intensité, scène par scène, limite plan par plan. Les sources parlent d'un nombre de prises hallucinant pour lui. Ils ont dû user de la pellicule. Ah, ça oui. Heureusement que la production algérienne suivait. Et à côté de Haggiag, il y a Yassef Saoudi, donc, qui joue son propre rôle sous le nom de Jafar. Et puis, à l'opposé, pour jouer le colonel Mathieu, il prend Jean Martin, un acteur français, lui, très expérimenté. Jean Martin, qui n'était pas n'importe qui non plus. Il avait signé le Manifeste des 121, ce texte des intellectuels qui défendait le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. Exactement. Ce qui donne une profondeur particulière à son rôle d'officier parachutiste français. D'ailleurs, les sources évoquent des tensions entre Martin et Pontecorvo sur le plateau. Oui, c'est ça. Oui, apparemment, Martin voulait trouver sa propre vérité pour ce personnage de Mathieu, qui est un mélange de plusieurs officiers réels, comme Bijard ou Massu. Il ne voulait pas que Pontecorvo lui impose ses intonations. Il cherchait à éviter la caricature du méchant militaire. Il voulait construire un personnage complexe, avec sa logique propre, froide, déterminée. C'est ça, et cette tension, finalement, entre l'acteur engagé et le réalisateur qui cherche ce réalisme reconstruit, ça a sans doute renforcé le personnage. Et pour l'authenticité, il y avait aussi de vrais anciens du FLN comme conseillers techniques. Tout ça donne une esthétique très, très particulière, quoi. Oui, l'esthétique du vrai. Le noir et blanc très granuleux, la caméra portée, quasiment pas de musique en dehors de celle de l'action elle-même, les bruits de la ville, les explosions, les chants, les cris. C'est très inspiré du néoréalisme italien, mais en plus brut, plus intense. Pontecorvo disait vouloir une réalité reconstruite, pas un documentaire pur. Voilà, éviter le pathos, la psychologie trop facile, se concentrer sur les faits, les actions, la mécanique terrible du conflit. Au point que des spectateurs ont cru voir des images d'archives. J'ai lu ça. Oui, c'est incroyable. À la sortie, aux États-Unis, ils ont dû mettre un avertissement au début. Aucune image d'actualité n'a été utilisée. Ça montre la force d'illusion du film. Et la musique, même discrète, elle marque. C'est Ennio Morricone, avec Pontecorvo aussi. Ce rythme de tambour militaire qui revient. Oui, lancinant. Très prenant. Et même les détails matériels sont soignés. Les véhicules militaires prêtés par l'armée algérienne. Bon, anecdote amusante, c'était des blindés russes qui jouaient les blindés français. Mais l'illusion fonctionne. Donc le film se concentre sur cette période 54-57, la bataille pour la Casbah, et il montre cette spirale de violence de façon très directe. Oui, sans phare. D'un côté, les méthodes du FLN, les attentats à la bombe dans les lieux publics européens, les cafés, les arrêts de bus, les assassinats ciblés aussi. Et le film met en lumière le rôle crucial des femmes. Ah oui, ces scènes où elles se font passer pour des Européennes pour déjouer les contrôles et aller poser les bombes, c'est terrible. Très fort, oui. On les voit se préparer, passer les checkpoints, la peur au ventre, puis laisser leur sac au MIF Bar, à la cafétéria, chez Air France. Le film ne masque pas les conséquences pour les civils. Et c'est là qu'il y a cette réplique célèbre attribuée à Ben Mehdi dans le film. Un journaliste lui reproche d'utiliser des coups fins pour cacher des bombes. Et il répond « Donnez-nous vos bombardiers, madame, on vous donnera nos coups fins ». Une phrase choc qui résume la dissymétrie totale de la guerre. Voilà. Et en face, le film détaille la réponse française, incarnée par le colonel Mathieu. Le quadrillage de la Casbah, le fichage, les rafles, basés sur les théories de contre-insurrection, le fameux DPU de Trinquier. Oui, le dispositif de protection urbaine et surtout la généralisation de la torture et des exécutions sommaires pour démanteler le réseau FLN. Mathieu, c'est cette rationalité militaire, froide, calculatrice, qui vise le contrôle total. Une sorte de panoptique. Et la torture, le film la montre très crûment, presque cliniquement. C'est un des points qui est le plus choqué, non? Absolument. Et c'est là qu'est une des grandes ambiguïtés du film, soulevée par les critiques.
En montrant que des informations obtenues sous la torture mènent à des arrestations, le film semble suggérer son efficacité tactique, ce qui est historiquement très débattu et moralement compliqué. C'est ambigu. Pontecorvo la montre comme un outil froidement utilisé par l'armée. Il ne fait pas de discours moralisateur dessus, il la constate. On peut y voir une volonté de réalisme glaçant, mais le risque c'est de la banaliser ou de valider l'idée qu'elle était utile pour ceux qui la pratiquaient. Pontecorvo lui-même parlait de la violence comme une étape nécessaire, mais douloureuse. Un titre de travail, c'était « Tu enfanteras dans la douleur », c'est ça, hein? C'est ça, une référence biblique. Il voulait éviter le manichéisme, montrer la brutalité des deux côtés. D'ailleurs, les écrits d'Houssarès qu'on a comme source vont un peu dans ce sens de la justification, non? Il dit qu'il n'avait pas le choix face aux attentats, qu'il fallait des renseignements à tout prix et qu'il obéissait aux ordres. Oui, il assume complètement. Il a même reconnu, bien plus tard, avoir ordonné l'exécution déguisée en suicide de l'avocat Ali Boumangel après torture. Le film montre l'arrestation de Boumangel, mais pas sa fin. D'accord. Le film pose ce constat sur la torture, les débats sur son efficacité réelle, sur son coût moral et politique. Est-ce que ça n'a pas aliéné la population algérienne? Est-ce que ça ne générait pas de fausses infos? Tout ça viendra après, nourri par les historiens, les témoignages. Le film a surtout été un détonateur. Et quel détonateur! La réception houleuse, c'est peu dire. Lion d'or à Venise, ok, mais la délégation française se barre de la salle. Henri Chapier, le critique, traite au jury de salopard. Ambiance. Voilà. Et en France, censure directe. Interdit. Une petite sortie en 1970, mais avec des manies violentes de l'extrême droite, des menaces, des attentats contre les cinémas. Oui. Les sources parlent d'un sac d'explosifs trouvé à Saint-Étienne, de cocktails Molotov à Paris, à Béziers. C'était chaud. Même en 81, sous Mitterrand, une tentative de projection dégénère. Il faut attendre 2004 pour qu'il sorte enfin, tranquillement en France. Et cette peur qu'il inspire, elle dépasse la France. Il est interdit dans plein de pays. Afrique du Sud de l'apartheid, Brésil des militaires, Iran du Shah, Mexique. Peur qu'il donne des idées de rébellion. Ce qui nous amène à cet héritage complètement fou, plein de paradoxes. Exactement. D'un côté, il devient une référence pour les mouvements révolutionnaires anti-impérialistes, partout. Les Black Panthers, par exemple, j'ai lu ça. Oui, c'est confirmé. Plusieurs leaders étaient en exil à Halle, ils l'ont vu. Il a même été utilisé comme preuve contre eux au procès des Panthers 21 à New York pour montrer qu'il s'en inspirait pour des attentats supposés. Incroyable. Il a aussi beaucoup circulé dans les milieux pro-palestiniens dès les années 70. Mais l'ironie totale, c'est que de l'autre côté, il a été étudié et utilisé par ceux qui combattaient. Les militaires, les services de renseignement spécialisés dans la contre-insurrection. Non. Ça, c'est fou. Si. Projeté à l'école des Amériques, qui formait les militaires latino-américains à la lutte anti-guérilla, et lequel plus dingue, la projection au Pentagone en 2003, en pleine guerre d'Irak. Ah oui. Le carton d'invitation disait en gros « Comment gagner la bataille contre le terrorisme et perdre la guerre des idées ?» Les Français l'ont appris en Algérie en 57. Ça vous rappelle quelque chose? C'est hallucinant. Ils s'en servaient comme d'un manuel. C'est ce que suggère une citation de Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense de l'époque, qu'il l'aurait vu comme un modèle d'enseignement sur la guérilla urbaine. Le monde à l'envers. Complètement. Et ce qui est analysé dans les sources, c'est que la force quasi documentaire du film, sa façon de montrer les mécanismes de la guérilla et de la contre-guérilla, a fini par prendre le dessus, pour certains, sur le message politique initial. L'efficacité de la représentation de la tactique a primé sur l'idéologie, la forme a un peu mangé le fond pour certains usages. Et au-delà de ça, l'influence culturelle reste énorme, non? Des classements de films, l'influence sur des cinéastes comme Ken Loach. Oui, tout à fait. On entend même des échos de la musique de Morricone chez Tarantino dans Inglourious Basterds. Et pour l'Algérie, ça reste le film référence, le miroir de l'héroïsme de la lutte, même si certains analystes parlent d'un certain narcissisme collectif que le film aurait pu entretenir. Bon, alors si on résume. La bataille d'Alger, c'est l'histoire d'un projet né dans la douleur, la controverse, porté par des convictions fortes, et qui devient une référence mondiale, incontournable. Un monument de cinéma qui nous marque encore par sa puissance, sa complexité. Qu'est-ce qu'on en retient au fond? On retient une œuvre à l'héritage, oui, profondément ambigu. C'est un document historique incroyable qui saisit la texture, la tension, la logique d'un conflit urbain moderne comme peu d'autres films. Mais c'est aussi un catalyseur de débats sans fin sur la violence politique, la torture, la résistance. Et cette récupération par tous les bords. C'est ça qui est frappant. Un film pensé pour la libération,
qui devient un outil analysé aussi bien par ceux qui luttent que par ceux qui répriment. Il nous force à réfléchir au pouvoir des images, à la façon dont on représente la violence. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour aller plus loin. Comment un film, si ancré dans un moment précis, la guerre d'Algérie, a pu devenir cette espèce de manuel quasi universel de guerre urbaine, utilisé par des forces aux idéologies totalement opposées, partout dans le monde? Qu'est-ce que ça dit sur la façon dont on regarde, on interprète, on instrumentalise les images de violence? Prenante unanimité de ces démonstrations a influencé de larges couches de l'opinion publique française. Selon des nouvelles de Paris, la partie la plus sensible des milieux politiques serait orientée vers la recherche de nouveaux rapports avec l'Algérie. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! نحبوا حريتنا! هدوا خالد لنا يهدوا! Encore passé. Et le 2 juillet 1962, avec l'indépendance, naquit la nation algérienne.